Ça fait longtemps que les humains se posent des questions sur le monde qui les entoure. Comment avoir de la nourriture? Où vont les morts? D'où vient l'orage? Ce type de questions quoi. Ce type de questions dont la réponse nous paraissent évidentes aujourd'hui, mais qui l'était vraiment pas à l'époque. Mais il y en avait qui pouvaient pas se satisfaire de l'incertitude. Ils étaient comme ça. Ils avaient besoin de réponses. Donc ils ont brodé des explications. Ils ont cherché comment rendre tout ça cohérent. Et pour ça, ils ont eu besoin de créer un concept fondamental, l'âme, l'esprit. Si on peut pêcher du poisson dans la rivière, c'est parce que la rivière l'a voulu. Parce qu'elle a une âme. En fait, ils se sont dit, si on a une conscience et des intentions, bah peut-être qu'on n'est pas les seuls. En fait, il y a un truc qui est dans les êtres et qui les anime, ou qui leur donne des intentions. Et après la mort des êtres, l'âme quitte le corps. C'est pour ça que le corps il bouge plus. Mais l'âme, elle disparaît pas. Elle va juste autre part. Ce type de croyances, on les retrouve dans l'ensemble des sociétés primitives humaines du monde entier. Et ça, on sait que ça dure depuis longtemps parce que les premières traces de culte funéraire remontent à 100 000 ans avant notre ère. Bon, évidemment, aujourd'hui, on sait que l'âme, ça n'existe pas, mais tout ça, c'était pour dire qu'il y a toujours eu des êtres humains très curieux, et vraiment portés à comprendre le monde qui les entoure. Ou du moins essayer, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui caractérise l'espèce humaine, c'est qu'il y a des personnalités très différentes. Mais malheureusement, parmi ces personnalités, il y en a aussi qui sont pas curieuses du tout. Qui sont plutôt le contraire, en fait. Du genre à dire que les croyances, faut vraiment pas les remettre en cause. Du coup, par exemple, pendant des siècles en Europe, on pensait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre, et pas l'inverse. Parce qu'après tout, quand on regarde dans le ciel, bah on voit le soleil tourner autour de nous, donc c'était évident. Et puis les Grecs l'avaient dit, l'église catholique a dit que ce que disaient les Grecs était vrai, et les catholiques, ils faisaient partie de ces gens qui tenaient vraiment à leurs croyances. Et puis en 1491, il y a un petit Polonais qui entre à l'université de Cracovie. Et ce petit Polonais, il fait partie de ces gens très curieux. Il va étudier plein de disciplines différentes, comme les maths ou le droit canonique, mais lui, ce qui l'intéresse particulièrement, c'est le ciel. Et je parle pas du paradis. C'est pour ça que quelques années après, il va aller étudier en Italie et il va devenir le disciple d'un certain Domenico Maria Novara, un astronome italien qui va lui expliquer que le modèle géocentrique, celui des Grecs, celui qui met la Terre au centre, bah il pose problème. Il pose problème déjà parce que le calendrier de l'époque, bah il correspondait pas au cycle solaire. En fait, c'était décalé. Et puis tout était bizarre dans l'espace, genre des fois les planètes elles ralentissaient, elles revenaient en arrière. C'était pas harmonieux et cohérent quoi. Bref, ça allait pas à ce petit Polonais. Et en 1503, il revient en Pologne, il va régulièrement observer les astres. Et pendant 30 ans, il va les observer. 30 ans où il devrait observer le ciel avec des outils nuls, le télescope et la longue vue n'existent pas encore. 30 ans à observer le ciel alors que dans sa vie, il y avait tout le temps de la brume. 30 ans pour enfin parler de ses travaux de recherche aux autres membres du clergé en 1530. Et c'est à ce moment-là que le petit Polonais, c'est plus qu'un simple petit Polonais. C'est là où il devient enfin celui qu'on connaîtra sous le nom de Nicolas Copernic, celui qui a découvert le modèle d'univers héliocentrique, celui qui a découvert que c'est le Soleil et non la Terre qui est au centre. C'est par curiosité et désir de cohérence que Copernic est allé vérifier si le modèle héliocentrique était pas plus cohérent. En fait, les qualités dont a fait preuve Copernic, c'est deux choses. C'est certes la curiosité, la volonté de comprendre, de découvrir, mais c'est aussi l'humilité, le scepticisme, en ayant été capable de dire quand il était pas sûr, quand il manquait des éléments, et de pas essayer de combler le vide, de se satisfaire d'explications bancales, mais plutôt de pousser jusqu'au bout les vérifications par des observations. Et c'est cette curiosité et ce scepticisme vis-à-vis de la réalité qui ont permis le développement d'une nouvelle méthode, la méthode scientifique. Et grâce à cette méthode, on a pu accéder à des connaissances de plus en plus complexes. Grâce à cette méthode, les meubles peuvent voir correctement, les trains roulent à plus de 300 km/h, les logements ont presque tous l'électricité et de l'eau courante et chaude, et Internet et les ordinateurs, ils nous permettent d'accéder à des milliards de téraoctets de données en quelques secondes. En tout cas dans les pays développés, quoi. Donc on a toute raison de faire confiance à la science, puisqu'elle a prouvé sa capacité constante à obtenir des résultats efficaces. La science, ça fonctionne, putain de merde. La vie avant la science, c'était pas pareil, genre vraiment pas pareil. Elle a complètement changé la face du monde. Alors la science, elle a un certain nombre de principes fondamentaux. Donc par exemple, d'abord, comme je l'ai dit, le scepticisme. L'idée que les hypothèses et théories scientifiques, elles doivent être démontrées par des preuves. On peut pas juste dire n'importe quoi sans preuve fiable. Ensuite, l'empirisme. L'empirisme, c'est le fait que les preuves doivent être obtenues par des observations et des expériences qui ont été effectuées de manière répétée. Le rationalisme, le fait que les données des expériences doivent être analysées, synthétisées et interprétées à la lumière d'autres données. Le principe de non-contradiction, c'est simplement l'idée que comme dans la réalité, soit les choses existent, soit elles n'existent pas. Si tu dis qu'une chose existe et qu'elle n'existe pas en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction, alors tu te trompes, forcément. Le physicalisme, c'est l'idée que tout ce qui existe, tous les corps et les phénomènes, ils sont constitués que de particules étudiées par la physique, des atomes, des électrons, des photons, etc. Et un dernier, le déterminisme, l'idée que les phénomènes sont le résultat de leurs causes, et que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'aléatoire, tout n'est qu'enchaînement de causes et d'effets soumis au lot de la science, et les probabilités sont qu'une projection mentale du futur. Par exemple, si on lance une pièce, elle aura une probabilité de 50% de tomber sur fil ou passe, mais elle tombera que sur l'un ou l'autre côté, et non pas sur la moitié de l'un et la moitié de l'autre. En fait, si on avait connu les facteurs qui déterminent sur quelle face la pièce tombe,
notamment sa vitesse de rotation et la durée de sa trajectoire, alors on aurait pu prédire la phase sur laquelle elle est tombée. Mais comme on connaît pas tous ces facteurs, on peut que faire des probabilités. Et ce qui est intéressant avec le déterminisme, c'est que ça s'applique à tous les phénomènes de l'univers. Tous les phénomènes, même les actions humaines. Les humains ils font partie de l'univers. On est fait de particules physiques et on est des animaux, certes très complexes, mais des animaux quand même. Mais on a quand même un libre arbitre, non? Mais un libre arbitre, ça voudrait dire que les choix qui sont faits par les humains, ils le sont grâce à un arbitrage qui a aucune cause. Nos jugements, ils ont aucune cause, hein. Sauf qu'il faut bien arbitrer entre plusieurs options, donc il y a bien une base sur laquelle arbitrer. Oui, mais il y a bien des gens qui prennent des mauvaises décisions faciles et d'autres qui en prennent des bonnes et difficiles. Oui, mais ils ont pris des décisions différentes parce qu'ils n'avaient pas les mêmes cartes en main. Pas les mêmes croyances, pas les mêmes désirs, pas les mêmes peurs, pas les mêmes valeurs, pas la même résilience, etc. En fait, on a l'impression d'être libre de nos jugements, mais ce sera jamais qu'une simple illusion. Les choix de chaque individu ils sont motivés par une multitude de déterminants, et un certain nombre de ces choix ils vont avoir un impact plus ou moins important sur leur vie. De toute façon, avant même la naissance, il y a déjà plein d'éléments qui vont déterminer la vie d'une personne, puisque selon le pays, la ville, le quartier et la famille dans laquelle tu nais, les maladies génétiques, les capacités physiques et cognitives... Il faut bien prendre conscience qu'on n'a pas trouvé un seul gène ou quelques gènes associés au niveau d'études. On en a trouvé des milliers. Et plein d'autres facteurs génétiques et environnementaux qui sont décidés avant même ta naissance, t'auras une vie différente, voire même complètement différente. En fait, on a l'impression que nos décisions viennent de rien d'autre que notre arbitrage libre, parce que ça nous fait plaisir de se dire que ce qu'on accomplit vient de nous-mêmes et rien d'autre. Et d'un point de vue de l'évolution de notre espèce, ça incite tout le groupe à continuer de faire de bonnes actions, d'arrêter d'en faire de mauvaises et qu'on essaye constamment de s'améliorer. En fait, le vrai problème, c'est que ça justifie les inégalités entre les individus. Parce que si nos choix sont que le résultat d'un arbitrage sans déterminant, ça veut dire que chaque individu commence sa vie sur la même ligne de départ, ce qui peut impliquer que le meilleur mérite d'être récompensé. Et à l'inverse, si tous nos choix sont déterminés, alors ça veut dire que l'intégralité des actions et des événements de la vie de chaque individu sont des phénomènes qui résultent de causes que l'individu a rien fait pour obtenir. Par exemple, personne n'a rien fait pour avoir envie ou pas avoir envie d'apprendre, d'être capable ou incapable de faire certaines tâches rébarbatives et complexes, de se lever à 6h du mat et travailler jusqu'à minuit, etc. Le déterminant, on n'a aucun mérite de les avoir. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a rien qui justifie aucune récompense ni aucune punition. Il n'y a rien qui justifie que le bonheur d'une personne soit favorisé par rapport à une autre. Et s'il n'y a rien qui justifie que le bonheur d'une personne soit favorisé par rapport à une autre, ça veut dire qu'il faut favoriser le bonheur de tous de manière générale. Autrement dit, chercher à atteindre le plus grand bonheur du plus grand nombre. Défendre l'intérêt général, quoi. L'idée qu'il faille chercher à atteindre le plus grand bonheur du plus grand nombre, c'est justifié de manière rationnelle par le déterminisme. Le déterminisme implique logiquement l'utilitarisme. Parce que ça s'appelle l'utilitarisme, ça. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, c'est un bon début. Mais il y a un gros problème, c'est hyper compliqué à faire. Déjà parce que chaque personne a des envies différentes des autres pour maximiser son bonheur. Et puis les envies évoluent au cours de la vie. Déjà qu'au cours d'une même journée, on a envie de faire des choses différentes, donc ça rend les choses très complexes quand il s'agit de la vie entière de l'ensemble de l'humanité. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des besoins vitaux qui sont communs à tous. D'un autre côté, on n'a pas tous les mêmes préférences au sein des besoins vitaux. Certains préfèrent telle ou telle nourriture, telle ou telle boisson, etc. Et puis il n'y a pas que les besoins vitaux dans la vie, donc c'est quand même un joyeux bordel. Mais ce sur quoi on peut au moins s'accorder, c'est que pour que les humains soient heureux, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Autrement dit, que les humains soient libres. C'est ça la liberté. Donc on peut chercher à faire en sorte que les humains fassent ce qu'ils ont envie de faire, de souhaiter que les humains soient libres. Et c'est ça qu'on appelle le libéralisme. Hein. Bon, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il semblerait que beaucoup d'humains fassent preuve d'une servitude volontaire. En fait, les humains ont besoin de suivre des chefs quand ils sont perdus, quand ils savent pas où aller, et aussi quand ils sont conditionnés à le faire. Mais c'est justement ça l'intérêt de l'émancipation intellectuelle, devenir capable de savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, et de pas être soumis aux désirs des autres. Ça veut pas dire qu'il faut jamais obéir et jamais être influencé par qui que ce soit, parce qu'on reste des animaux sociaux, mais ça veut juste dire être capable de faire la part des choses, de savoir écouter tout le monde, même soi-même. Et pour faire en sorte que les humains puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, il faut changer les structures qui organisent le fonctionnement des sociétés, c'est-à-dire faire de la politique. L'engagement politique, il est rationnel en fait. Parce que les actions individuelles, ou même s'engager dans une association, ça permet jamais de changer les structures, ça permet peut-être même au contraire de les renforcer, en les rendant moins cruelles. Bon, faut quand même que je précise plusieurs choses fondamentales. D'abord, la liberté s'arrête évidemment là où commence celle des autres. Mais ça, c'est une implication logique du libéralisme. Hein. Une société où certains empiètent la liberté des autres, c'est pas une société où tous les humains sont libres, c'est une société où certains sont libres et d'autres sont asservis. Donc c'est tout le contraire. Le libéralisme est intrinsèquement égalitariste. Il y a les sociétés inégalitaires et autoritaires, les sociétés égalitaires et autoritaires, et les sociétés libérales qui sont forcément égalitaires.
Bon, en vrai, c'est beaucoup plus nuancé dans la réalité, hein. Notamment dans les sociétés développées, où il y a des aspects libéraux comme avec la liberté culturelle, la liberté d'expression, etc. Et des aspects très autoritaires comme le système de production capitaliste qui impose de céder une grosse partie de sa vie à un patron, dans des métiers qui sont très désagréables pour la plupart, pour pouvoir subvenir à ses besoins primaires, alors même qu'on aurait largement la capacité de les donner gratuitement. Et ça crée un véritable sentiment d'insécurité matérielle chez beaucoup de gens, qui est souvent tout à fait justifié. Sans parler de la dépendance à la consommation que le système capitaliste crée chez beaucoup de gens, et qui est aussi une véritable aliénation. Bref, dans un cas comme dans l'autre, le capitalisme crée une véritable dépendance à l'argent chez les individus. C'est pas ce que j'appelle être libre, sachant que cette dépendance est largement injustifiée. Et puis ça crée aussi des inégalités de richesse extrêmement grandes entre les habitants des différents bouts de planète qu'on appelle les pays. Certains humains sont dans l'extrême pauvreté au point de ne pas être capables de se nourrir correctement, ce qui est le cas pour 1 personne sur 8 dans le monde, hein, quand même. Et c'est pas du tout ce que j'appelle être libre non plus. Donc nos sociétés développées ont institué un système de production qui asservit l'immense partie de la population pour qu'une poignée de personnes puisse être extrêmement libre. Ce qui est terrible, c'est que les capitalistes justifient ces inégalités par la défense de la liberté des individus, justement. Parce qu'ils considèrent qu'entreprendre et commercer, ce sont des libertés. Quand bien même ça consiste à asservir un grand nombre de personnes dans un contrat de travail. Parce qu'en fait, selon eux, à partir du moment où tout le monde a les mêmes droits d'entreprendre et de commercer, alors tout le monde est libre. En fait, ils considèrent que ce qui compte pour que les individus soient libres, c'est pas que les individus fassent ce qu'ils veulent, mais c'est que les individus aient le droit de faire ce qu'ils veulent. Et donc ça change tout. Selon eux, si les individus peuvent d'un point de vue juridique, alors c'est bon. Les individus peuvent choisir librement de devenir employés d'une entreprise ou de créer eux-mêmes une entreprise, donc s'ils créent pas d'entreprise, c'est qu'ils en ont fait le libre choix. Et que le fait de devenir riche dépend que de l'effort qu'ils vont fournir. Alors qu'évidemment, personne n'est égal en termes d'efforts à fournir pour atteindre un même objectif. Par exemple, si tu dors qu'1 heure par nuit parce que t'as des troubles du sommeil et que t'es stressé d'échouer et que le chien des voisins aboie, eh ben y a de fortes chances que ça compromette légèrement ta réussite. Si t'es dyslexique, dyscalculique ou que t'as n'importe quel trouble psychique, pareil. Sachant qu'une grosse proportion de la population a déjà été touchée par un trouble psychique. En fait, des déterminants, il y en a énormément, mais c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Les capitalistes, ils considèrent que tout le monde commence à la même ligne de départ, que tout le monde est égal en termes de déterminants. Ce qui ferait qu'on serait tous égaux en termes de quantité d'efforts à fournir pour devenir riche. Mais le pire dans tout ça, je l'ai pas encore dit. Le pire dans tout ça, c'est que la réussite est en rien corrélée avec l'effort fourni. Parce que si devenir riche, c'était qu'une question d'efforts à fournir, que c'était qu'une question de souffrance à subir et que rien d'autre comptait, bon, ça serait quand même absurde, mais à la limite, ça aurait un peu de sens. Mais le truc, c'est que c'est absolument pas le cas, quoi. En fait, le capitalisme récompense doublement la chance. Il récompense la chance théoriquement parce qu'il récompense théoriquement l'effort que les individus fournissent en méprisant le fait que nos déterminants ne nous mettent pas du tout sur la même ligne de départ en termes d'efforts à fournir pour devenir riches. Mais en plus, il récompense la chance en pratique puisqu'aujourd'hui une bonne partie des plus riches ont accumulé leur richesse selon des déterminants complètement indépendants de l'effort fourni, quoi. Entre tous ceux qui ont hérité du capital culturel de leurs parents ou directement de leur richesse, et tous ceux qui ont gagné au loto, ça constitue une énorme proportion des riches aujourd'hui dans le monde, et pourtant on est sur un effort assez modéré si je puis me permettre. Et puis même ceux qui ont créé ou investi dans une entreprise qui a fini par avoir un succès commercial gigantesque, bah ils ont juste une chatte gigantesque parce que c'est impossible d'anticiper le succès commercial d'un produit. Et puis le capitalisme, c'est la source de la destruction de notre environnement, hein, notamment des émissions de gaz à effet de serre extrêmement importantes. Et je crois pas qu'on peut se considérer comme libre lorsqu'on vit dans une planète complètement invivable, avec des inondations, des incendies, des cyclones et des sécheresses toujours plus importantes et toujours plus grosses. C'est pour ça qu'une transformation du système de production et de consommation actuel est nécessaire pour que les individus puissent être émancipés. Un nouveau système de production et de consommation qui permette à la fois que tout le monde puisse vivre sans être obligé de travailler, et qui arrête de réchauffer le climat en émettant une telle quantité de gaz à effet de serre. C'est la conclusion qu'on peut tirer de la science et du déterminisme. Malheureusement aujourd'hui, c'est pas la science qui dirige le monde parce que le pouvoir est concentré entre quelques mains. Et ces quelques mains, elles sont plus préoccupées à défendre leurs intérêts à court terme plutôt que l'intérêt général. C'est pour ça qu'il faut engager un mouvement d'auto-formation populaire en politique pour sortir de l'ignorance populaire et établir une démocratie à l'échelle mondiale via une plateforme web. L'intelligence collective, elle a un potentiel extrêmement positif pour l'intérêt général lorsqu'elle est correctement organisée. Donc tentons le coup.